Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Le Grand Entretien. Mon invité aujourd'hui est Alexandre Poussin, qui est un homme qu'on ne peut pas résumer en deux phrases. D'abord, bonjour Alexandre. Bonjour. Pourriez-vous nous dire d'abord quel est le titre qui vous correspond le plus? Vous êtes un marcheur, vous êtes un écrivain, vous êtes un réalisateur. En réalité, vous êtes tout en un. C'est ça, outil multifonction, couteau suisse. Je suis écrivain, réalisateur, Ouais. écrivain voyageur, ça me va bien. Écrivain voyageur, j'aime bien. C'est poétique. Vous avez écrit en 30 ans de vie de marcheur 9 livres. Oui. Vous avez réalisé plusieurs films. Et vous venez de publier le deuxième tome sur Madagascar, Oui. Madatrek. Oui. Un livre passionnant qui raconte toute cette expédition à travers cette île qui est une île de magie. D'abord, quelle est la méthode Poussin? La curiosité. Un pas devant l'autre, et puis on est curieux, on déplace son regard, on promène... Enfin, tout. Là, maintenant, je promène ma famille. En termes de préparation. Alors, la préparation, c'est surtout le modus operandi. Qu'est-ce qu'on veut faire, les erreurs qu'on ne veut pas commettre, tout ce qu'on prépare, c'est surtout ça. À Madagascar, on a choisi de se déplacer en charrette. C'est pas un choix anodin. Pourquoi la charrette? Parce que c'est le moyen de transport des populations des campagnes, des paysans. 90% de la population malgache est paysanne. Et sur ces 90%, 60% ont des charrettes. Parce que ce sont des riziculteurs et qui transportent tout. C'est leur tombereau, c'est leur moyen de transport. Ils mettent des briques dedans, ils mettent leur sac de riz, ils mettent le mouloul, qui est la paille de riz, ils mettent des tôles ondulées, enfin, c'est leur moyen de transport, parce que les endroits où ils habitent, c'est des pistes non carrossables en voiture, souvent, mais que l'on peut arpenter en charrette. Alors nous, comme notre voyage à Madagascar était un voyage d'études, moi j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un DEA de géopolitique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est je porte un regard curieux et instruit sur le monde. J'essaie d'apprendre des choses. Donc, je suis à l'école de l'aventure, et cette charrette était un moyen d'apprendre, un moyen de rencontrer les gens. Si on est en voiture, si on va à l'hôtel, si on est un touriste, un Toubab, un Vaza, un Khawaja, un Farenj, dans tous les pays d'Afrique, on a une appellation différente de l'étranger. Amada, c'est le Vaza. Eh bien, on passe à côté des choses, on ne voit pas les choses, on est victime de ce qu'on appelle la subjectivité de l'observateur, et puis il y a toujours un biais, quoi. Oui. Alors, la volonté de la charrette, c'était une volonté de s'inculturer. Alors, évidemment, on n'est pas devenu africain, on n'est pas devenu malgache, mais jour après jour, on s'est malgachisé quand même. Et la charrette était une façon de dire aux gens qu'on voulait rencontrer, regardez, on endosse une partie de votre condition de vie, on va lentement, on accepte de souffrir comme vous souffrez, on accepte de vivre à l'horloge du Mouramour. Le Mouramour, c'est le lentement. C'est facile à dire, mais j'ai envie de vous dire 587 km², 18 ethnies. 587 000. 1000, pardon. Oui. Mais c'est à peu près grand comme la France. Oui, et surtout, cette biodiversité, un pays qui est habité par les mannes, comme dirait Charles de Gaulle. C'est-à-dire que c'est une terre particulière. Qu'est-ce qui caractérise cette île? Alors là, ça, on le découvre au fur et à mesure avec notre charrette, en rencontrant des gens. Nous, on voulait pas être omniscient sur Madagascar. On n'a pas beaucoup lu avant de partir. On voulait apprendre de la bouche des gens leur culture, leurs traditions, leurs croyances, leurs pratiques. Et effectivement, on a découvert que c'était un pays éminemment spirituel. D'abord très subtil, qui ne se révèle pas facilement. Qui est pudique. Oui. Les gens sont pudiques. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout l'Afrique. Nous, on avait traversé l'intégralité du continent africain, 14 000 km à pied, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'en Israël. Et on s'est dit, Madagascar fait partie de l'ensemble africain, il fait partie de l'OUA. On s'est dit, voilà, c'est une partie détachée de l'Afrique. Mais non, en fait, quand on est à Madagascar, on ne retrouve pas du tout les ressorts qui ont fait notre passion africaine et qui ont fait ce qu'on a vécu pendant 3 ans en Afrique. On ne retrouve pas cette espèce d'accès direct, de franchise, de dureté parfois, de vivacité qu'on a en Afrique. Là, tout est plus subtil, tout est plus lent, pudique, discret, avec du double langage, etc. Alors ça, on le découvre en découvrant la culture. Et donc, on est resté 6 mois à Tana, la capitale,
pour fabriquer la charrette, apprendre la langue et essayer de comprendre les ressorts de cette culture. Et ça, on s'est rendu compte très vite qu'on n'était plus du tout en Afrique, qu'on était ailleurs et que c'était passionnant et qu'il fallait aller aborder toutes ces réalités avec beaucoup de lenteur, de pudeur et d'humilité. D'abord, quand on est dans cette immersion, est-ce que... comment considérer les risques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est facile à dire en racontant l'histoire, mais dans le principe de réalité, quand on est en situation, quel a été le plus difficile pour vous dans cette expérience? Alors le risque, en fait, c'est d'encourir les risques que les gens encourent. Endosser la condition des gens, effectivement, c'est un mot, c'est comme ça, mais la vérité, c'est que s'ils peuvent tomber malades, on peut tomber malade. S'ils peuvent se faire attaquer par des bandits, on peut se faire attaquer par des bandits. Si on se prend un cyclone, une mousson, un glissement de terrain, de la boue, on vit dedans. Et on vit la dureté de leur vie, en fait. Et la vie des Malgaches est très dure. C'est des gens qui sont très courageux, très résilients, qui survivent parce qu'ils ne sont pas aidés. Ils sont tout seuls en brousse, ils sont tout seuls. Dès qu'on quitte les axes, les grands axes, il n'y en a pas beaucoup à Madagascar, il y a très peu de routes praticables. Il y a la RN7, enfin il y a 5 ou 6 routes au bord desquelles, si on a un accident, on peut vous porter secours. Il y a une ambulance. Il y a plusieurs pays dans ce pays. Il y a plusieurs niveaux de pays. Il y a ces axes routiers où là on a une vie normale avec des écoles, une administration, de la police, des hôpitaux, etc. Mais dès qu'on rentre dans l'envers du décor, dès qu'on rentre dans le tissu profond du pays, dans la chair du pays, à 5 km, 10 km de la route, d'une des routes principales, vous êtes tout de suite très très loin. Et là, vous ne pouvez compter que sur vous-même et sur les ressources locales. Et tous les Malgaches sont dans le même cas. C'est pour ça qu'il y a une solidarité en brousse. Solidarité aussi, c'est un peu du chacun pour soi, parce que la vie est tellement dure que aider les autres, c'est aussi se mettre soi-même en péril, en termes de ressources, en termes de réserves, en termes d'entraide, c'est pas facile. On a découvert que les gens étaient du coup très solitaires. Il y avait une espèce de une solitude de l'existence où les gens doivent beaucoup travailler pour survivre. Donc ils chôment pas, ils travaillent. Là, vous êtes dans le moi-je, mais vous êtes associé avec votre femme et vos enfants, vos 2 enfants, dans cette histoire. Comment aujourd'hui engager la vie de cette famille dans une aventure où quand même il y a une dimension importante d'inconnu? Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, en Afrique, j'ai voyagé avec ma femme, puisqu'on était jeunes mariés. Ensuite, on a eu des enfants. Je voyage avec mes enfants, parce que ça fait partie de ma vie. Tout est dans tout. Je n'allais pas quitter ma famille pendant 4 ans. Ce voyage était bon. En même temps, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais peut-être été plus rapide. Parce que la charrette, c'est quelque chose de très lent. Et elle était là pour porter toute la sécurité, en fait, la sécurité alimentaire, de la nourriture. Elle était là pour porter l'école des enfants, avec tous les livres, toutes les classes. Dans la charrette, il y avait 2 petits bureaux, ils pouvaient étudier. Elle était là pour porter la pharmacie. Et non, on ne voulait pas qu'il leur arrive des problèmes, donc on avait une grosse pharmacie. Et on s'est rendu compte qu'on a soigné beaucoup de gens en chemin, d'ailleurs, parce que dès qu'on arrivait quelque part, le Vasa, le Toubab qui arrive, c'est forcément un médecin. Et on n'était pas médecin. Mais voilà, on a exercice illégal de la médecine pendant 4 ans. Et les gens viennent avec plein de problèmes qu'on ne peut pas soigner, mais on essaie de leur donner de Doliprane, des choses comme ça pour arranger leurs maux. Donc la charrette avait plein de sécurité pour eux. Donc en même temps aussi, on voulait vivre ça. C'était important d'avoir le regard d'enfant, le regard de nos enfants, et d'adopter un regard d'enfant pur, et d'interagir avec les autres enfants. On s'était dit que nos enfants nous ouvriraient la porte des cœurs et des maisons des gens, et que forcément nos enfants joueraient avec les autres enfants dans les villages, et que ça faciliterait la rencontre. Donc c'était quelque chose de... Voilà, une famille qui voyage, c'est encore plus humain, et je crois que ça a accès à plus de fraternité, plus d'humanité, plus de bonté. Ça suscite que de la générosité, jamais d'hostilité. On a vraiment envie de pénétrer les coulisses de votre parcours, que ce soit en Afrique ou à Madagascar. D'abord, comment cette start-up fonctionne-t-elle pas? Parce que vous faites des livres, vous faites des films, vous avez vraiment... Vous racontez ça un peu partout. C'est-à-dire que comment vous avez pu être en même temps un marcheur, ensuite quelqu'un qui écrit et qui filme? Est-ce que c'est possible Mon père me disait toujours qui veut trop embrasser mal étreint. J'ai les bras costauds.
Oui, Donc, racontez-nous les secrets. J'ai appris les métiers. J'ai toujours aimé ça. Prendre des photos, je suis devenu photographe en prenant des photos pour Paris Match. Mais j'ai pas fait d'études de photo. Je suis devenu réalisateur de films, mais j'ai pas fait d'études je suis un autodidacte en tout, en fait. Bon, j'ai fait des études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas ça qui apprend à manier une caméra, faire un film. C'est pas ça qui apprend à faire des belles images publiables dans des magazines. Donc, voilà, je suis plutôt un artiste. Je me sens très artiste, en fait, artiste du voyage. Et donc, je développe cette sensibilité en travaillant. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas du tout une entreprise. On gagne tout juste assez notre vie pour reproduire notre force de travail. On épargne un tout petit peu. Ce que vous avez peut-être remarqué dans nos aventures, c'est qu'elles ne sont pas sponsorisées. On n'est pas soutenu par des groupes, de l'argent, de la communication. Vous savez, quand vous avez un sponsor, la société va investir beaucoup en vous et en communication. Elle vous donne des miettes, mais elle investit plus dans l'utilisation de votre image. Mais ça, je me suis toujours refusé. Donc, j'ai jamais eu de sponsor, j'ai jamais été porteur de marque, ce qui me donne une grande liberté sur le contenu et dans la durée de mes voyages. C'est des voyages au long cours. Quand vous partez 4 ans, aucun sponsor ne veut vous suivre. Même des chaînes de télévision, c'est très difficile. Et ils veulent pas s'engager sur si longtemps. C'est des budgets qui courent d'année en année. C'est des tout petits budgets, donc ils nous payent au lance-pierre. Mais c'est pas grave, moi je fais ce que je fais comme je le veux et je trouve des gens qui trouvent ça intéressant. Donc le vrai modus operandi, le business model de notre histoire, c'est qu'on a une maison qui n'est pas à nous, elle est à la banque, mais tous les mois, vous savez, elle est un petit peu plus à nous. On la rembourse comme tout le monde. Et voilà, il suffit de mettre un locataire dedans, de trouver un bon locataire, et le loyer de cette maison va payer pour moitié la banque et pour moitié notre aventure. Donc en gros, on a survécu à Madagascar avec un SMIC par mois, à 4, sauf qu'on avait 2 employés malgaches qu'il fallait payer en plus. On avait 4 zébus qui entraînent des frais. Hein. C'est comme une voiture, ça a des frais. Un zébu, c'est plus sobre, mais ça a aussi des frais. Il faut le nourrir, il faut le soigner. Il y a aussi des frais inhérents. Et bon, il y en avait 4, on avait un chien, donc il y avait toute une armada, et il y avait quand même des dépenses. Même si on n'allait pas à l'hôtel, même si on ne prenait pas de moyens de transport, et même si on n'avait pas de dépenses de logistique touristique, quoi. 4 ans de Madagascar, d'abord, ça prend, au-delà de ces aspects évoqués sur votre aventure, mais il y a aussi ce regard sur la biodiversité, sur ce qui peut menacer cette grande île qui est entre... En fait, c'est une terre pratiquement vierge de tout et où tout est à faire. Oui, c'est à la croisée des chemins. Oui. Comment voyez-vous cet aspect ? Alors nous, on a beaucoup travaillé, on a filmé toutes ces choses-là. Et on voulait filmer des choses positives. On voulait filmer des entreprises qui essaient d'apporter des solutions à tous ces problèmes de déforestation, d'épuisement des ressources, de paupérisation des populations. Toutes les entreprises qui essaient de faire du bien et qui essaient de travailler. Il y a énormément d'activités économiques à Madagascar. C'est pas du tout un pays aussi pauvre qu'on ne le dit, qu'on ne le croit et qu'on ne le recense avec vous savez, dans les grilles de l'ONU, en revenu par tête d'habitant. Je dis pas qu'il n'y a pas des populations très pauvres. Il y a des gens très pauvres. Mais c'est un pays riche où, finalement, ça foisonne d'activités. Et il y a plus de potentiel que dans des pays du Sahel où, finalement, la nature est tellement dure que c'est très difficile de vivre. Qu'est-ce qui empêche l'envol de ce pays ? Parce qu'il y a aussi... Ça, c'est une réponse très compliquée, à laquelle je vais essayer de passer 1500 pages à répondre. Le poids des traditions, le poids de la culture, le carcan de la culture, la discrétion aussi. Il y a beaucoup d'argent caché, il y a beaucoup d'économies parallèles. Alors il y a une économie non déclarée pour survivre, mais il y a aussi de grands pans de l'économie qui ne rentrent pas dans la comptabilité nationale et qui participent à la richesse de certains et qui n'est peut-être pas assez redistribuée, mais ça c'est un syndrome que l'on connaît partout sur le continent juste à côté. Mais bon, ça s'arrange. Ça s'arrange petit à petit. Moi je trouve qu'il y a de la prospérité. Quand vous allez à Tana, ça bouge, ça vit. Il y a des voitures comme on n'arrive pas à s'en offrir à Paris. Il y a des maisons, des palais. Vous mettez un camion en travers de la route Tamatave-Tana, d'un seul coup, vous allez avoir 800 camions d'un côté, 800 camions de l'autre, et ces camions transportent des choses, des valeurs, donc vendent des choses. Il y a beaucoup d'économies à Madagascar. On trouve de tout, on fait de tout.
Moi, c'est un pays on a découvert tout ça. Oui. On fait du foie gras à Madagascar. On fait, les carrés Hermès sont roulotés à Madagascar. Il y a de la passementerie parisienne de luxe qui est faite à Madagascar. Je vous parle même pas des petites robes à smock, etc. L'artisanat malgache est incroyable en marqueterie. Ils ont des doigts d'or, ces gens-là. C'est un pays qui... Donc on a filmé tout ça. On a filmé aussi leurs exploitations. On a filmé sur les périphéries, sur les côtes. C'est plus difficile. La nature est un peu plus dure. Mais là, on a filmé, par exemple, une ferme de spiruline, avec du soleil et de l'eau. On réussit à faire un produit qui peut lutter contre la dénutrition. Oui. Par exemple. Oui, allez-y. Et donc, on a filmé toutes ces choses-là, donc on s'est documenté. On a fait notre travail de documentariste. Et donc, on a appris tous les potentiels de ce pays et toutes ses faiblesses aussi. Vous me disiez au début que vous êtes un géopoliticien marcheur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les enjeux de rivalité géopolitique, est-ce que cette île risque d'être vraiment l'enjeu de cette rivalité? Moi, je vois personne attaquer Madagascar. Développer une armée à Madagascar, je crois que c'est un coût un peu superflu, un peu superfétatoire. On ferait mieux de développer les écoles, surtout les infrastructures, les routes. Donc on a tendu le micro à tous les gens qu'on a rencontrés, des milliers de Malgaches, des dizaines de milliers de Malgaches, et à tous, ce qui ressortait de leurs demandes, c'est arrêtez de nous envoyer de l'humanitaire, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça ne fait qu'enrichir les riches, et ça fait que vous enrichir vous, par des voies détournées, toutes ces ONG qui s'autofinancent finalement, et qui, in fine, ne s'intéressent peut-être pas trop à l'impact qu'ils ont sur le pays. Ils font des bilans, ils font des rapports, mais à qui profite leur activité, si ce n'est à eux en premier lieu. Donc les Malgaches n'en sont pas dupes de ça, parce qu'ils voient énormément d'aide qui est déversée sur ce pays. C'est un des pays les plus aidés au monde, et leur niveau de vie ne s'améliore pas beaucoup. Donc je crois que, ce qu'eux nous disaient, mais donnez-nous des routes. Moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas produire et je ne peux pas vendre, parce que je ne peux pas vendre, exporter, diffuser mes biens de production. Donc je suis paysan, je suis dissuadé de planter et de travailler parce que ma production va pourrir. Et quand des collecteurs viennent m'acheter ma production très en dessous du coût de production, ils me tiennent à la gorge et j'ai pas envie de leur vendre. Bon, eux ont des frais pour venir chercher ma production parce que les routes sont défoncées, ils cassent leurs camions, ils crèvent leurs pneus, ils prennent de l'essence. Et évidemment, les collecteurs ont des frais aussi. Mais le problème, c'est la route. Les gens nous disaient, donnez-nous des routes. Eh bien, on ira se soigner facilement, on verra nos écoles facilement, on vendra nos productions facilement. L'économie, c'est l'échange. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'échange. Je voudrais d'abord vous détourner vers l'Afrique. Vous avez fait 2 livres, Africa Trek 1, Africa Trek 2. Racontez-nous, l'Afrique, vous l'avez dit, c'est pas Madagascar. D'abord, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné? Vous avez traversé de l'Afrique du Sud au lac Tibériade. D'abord, comment vous avez pu tracer votre chemin? Sortir une idée pareille. Bon, il y avait toute une idée derrière le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là que le phénomène humain est apparu, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on a relié les points. C'est une image d'Épinal, mais la réalité, je voudrais... La réalité, c'était des sites de fouilles paléanthropologiques qui étaient comme des points dans le grand rift africain. Et on a relié tous ces points d'une seule foulée. Et on est passé dans chaque pays à des sites de fouilles paléanthropologues. Et on a rencontré ces paléanthropologues. Et on leur a posé à tous la question, qu'est-ce que l'homme, d'où ça vient et où ça va. Et donc, c'était l'Afrique ancienne. Et puis, l'Afrique d'aujourd'hui, c'était sa diversité de culture, sa diversité linguistique, ses immenses paysages, la faune, et surtout l'accueil. Ce qui nous a le plus fasciné, c'est l'accueil, la cordialité, la gentillesse, la générosité. Partout où on arrivait, c'était viens, assieds-toi, d'où tu viens, est-ce que tu as soif, est-ce que tu veux... caribou, faddal, on savait le dire dans toutes les langues parce que tout le monde nous disait viens, assieds-toi, où tu vas, d'où tu viens, mais c'est fou ton truc, tu traverses le continent à pied, mais c'est un truc de dingue. Et donc voilà, on était léger, on avait 7 kilos sur le dos, on était un jeune couple, c'était un voyage de noces, il y avait toute une quête spirituelle derrière tout ça, le voyage, on n'est pas de l'homme.
C'était magnifique, Il non? y a C'est un une peu aventure fondatrice. une foi messianique, en quelque sorte, dans... Ah ben c'est sûr que dans l'islam, quand on disait qu'on allait vers Jérusalem, fil Khods, fil Tariq, on était sur le chemin et on allait à Al-Khods, c'était donc un pèlerinage. Mais vous êtes musulman? Non, on n'est pas musulman, on est chrétien, mais vous savez, c'est une ville sainte pour les... Oui, oui, on sait que Nas et le Kitab, c'est les peuples, les gens du livre, on sait que vous êtes des croyants aussi. Donc on marchait aussi, c'était aussi un pèlerinage, en quelque sorte, vers Jérusalem. Ce mystère de l'existence humaine et de la relation avec Dieu, évidemment. Donc on se donne du temps pour penser à tout ça et rencontrer le travail de Dieu dans toutes les cultures, dans toutes les religions, qui fait que tout le monde est généreux, tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant, tout le monde est bon. Des milliers d'ethnies en Afrique, plus de 2500 langues, mais cette biodiversité est vraiment menacée. Alors oui et non, mais on a vu des grands espaces vierges en Afrique avec plein d'animaux, donc et il y a des parcs, et les parcs sont là pour les protéger. Alors évidemment, il y a une pression démographique sur les milieux, c'est indéniable, surtout à Madagascar. L'Afrique, c'est plus vaste, c'est plus grand. Il y a d'autres logiques en Afrique. À Madagascar, effectivement, c'est plus serré. Il y a un peu une bombe démographique en route. 30 millions de Malgaches, c'est pas beaucoup en soi. Oui. On est beaucoup plus nombreux en France sur un territoire similaire. Mais la nature, mais pas avec le même niveau de vie. Quand on ne dépend que de la nature pour survivre, quand on n'est pas aidé par l'État-providence, eh ben on va couper le bois, on a besoin de charbon, on brûle, on plante du riz comme ça à la volée pour faire du riz pluvial. Et les sols se lessivent. Enfin, il y a tous ces phénomènes aggravants, en fait. Oui. Donc, les choses ne sont pas comparables. Mais ce que l'on a vécu, c'est ce plus petit commun dénominateur de bonté que partagent tous les hommes. On n'a pas pris de coups de lance, on n'a pas été massacré, on n'a pas été violé, on n'a pas été... Une leçon d'humanité. Voilà, exactement. Donc, l'Afrique n'est pas aussi dangereuse qu'on ne le dit. Madagascar non plus. Le Madagascar, les Dahal, les bandits, les voleurs de zébus, la criminalité. Oui, mais non. Oui. Et les touristes ne sont pas menacés à Madagascar. Il ne faut pas commettre d'erreurs. Il ne faut pas sortir le soir avec un collier en or, avec des choses. Évidemment, les gens sont tellement pauvres. Il ne faut pas faire le jeu des 7 erreurs. Mais si on se comporte bien, si on écoute les conseils, si on fait ce que les gens vous disent de faire, vous n'aurez pas de problème. En France aussi, on peut se faire détrousser, attaquer... Et de plus en plus d'ailleurs, l'insécurité est de plus en plus chez nous et de moins en moins en Afrique. De ces années de marcheurs, qu'est-ce que vous retenez le plus parce que peut-être il y a des devises à partir d'une expérience de cette intensité. Écoutez les gens. Écoutez, c'est eux qui sont porteurs de la sagesse locale, c'est eux qui savent être curieux et développer le 6e sens. L'intuition, l'extra-lucidité, puis la connexion aux gens, la connexion aux choses, la connexion au monde, la connexion à Dieu. Donc, oui, voilà, prier, c'est être connecté. Hein. C'est une façon d'envoyer un SMS par un Wi-Fi spirituel. Vous êtes un homme transformé. Je suis un homme heureux qui cultive le bonheur. La transformation, elle est quotidienne. Je ne suis pas... Il n'y a pas de ping, transformation, c'est quelque chose qui se cultive. Un cheminement. Oui, il y a un cheminement, c'est ça, c'est plutôt... Qu'est-ce qui vous reste à faire 30 ans d'aventure atypique et vraiment exceptionnelle? Moi, j'ai le sentiment d'avoir rien fait, d'avoir rien accompli et d'être au tout début de ce que je dois faire. Donc là, notre histoire à Madagascar, ça, on ne l'a pas abordé, mais très rapidement, elle est devenue solidaire, elle est devenue active, on est devenu observateur. Filmer, se documenter, apprendre, très rapidement, ça ne nous a pas suffi. Il a fallu qu'on agisse et qu'on se mette, qu'on vole au secours, enfin qu'on se mette modestement au service des œuvres, des bonnes sœurs, des écoles, des ONG qu'on rencontrait et qui avaient des besoins. Donc depuis notre charrette, avec le panneau solaire, notre clé 3G, notre ordinateur, on lançait des crowdfunding en France et les Français ont été incroyablement généreux. En 4 ans, on a levé 330 000 euros pour 33 projets. Comme ça, à coût de 1 000 euros, 2 000 euros pour des petits projets, un panneau solaire, une pompe solaire, un petit dispensaire, refaire le toit, refaire par exemple un grillage autour d'un poulailler parce que des bonnes sœurs se faisaient voler leurs poules. Elles disaient, là, on ne peut plus nourrir les enfants parce qu'on se fait voler les poules, on a besoin d'un nouveau grillage avec des barbelés. Personne ne veut donner de l'argent pour des barbelés. On a trouvé un bailleur qui a accepté de payer ça pour les bonnes sœurs.
pour qu'elles aient du poulet, pour qu'elles puissent le donner à la cantine scolaire des enfants. C'est aussi simple que ça. Et ça a coûté 1 500 €. Mais ça a changé la vie de cette école, de cette mission et de ses bonnes sœurs. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on allait quelque part, et puis ça c'est un tout petit projet, mais on est allé jusqu'à construire une maternité. Moi en partant, j'avais pas du tout prévu de construire une maternité. Je me suis dit, mais c'est pas du tout dans mes cordes. On a fourni un rayon X, ça coûte 35 000 € un rayon X. On a fourni un rayon X aux filles de la charité de Farafangane qui s'occupent des lépreux. Oui. Il y a 100 lépreux, ils sont là avec leurs petits moignons et pour suivre la pathologie, il faut pouvoir faire des radiographies. La radio était cassée depuis les années 60. Et donc voilà, ma sœur, je vais me débrouiller, il n'y a qu'à Faucon, je vais vous trouver un rayon X. Ça a été un peu une galère, mais au bout d'un an, un peu moins d'un an, c'était fait. Le rayon X marche toujours à Farafangane. Et la maternité de Vauhémar, on l'a construite aussi grâce à la générosité des Français et des Malgaches de France, enfin tous ceux qui nous suivaient sur nos crowdfunding, parce qu'ils voyaient que ce qu'on faisait était directement mis en place. Il n'y avait pas de détournement. Oui. Quand on avait levé 2600 € pour restaurer un lavoir communautaire qui menaçait de tomber sur la tête des petites lavandières et qui ont besoin de ça pour vivre, sinon, hein, et donc elles n'osaient plus aller travailler, et ben on a remis paf le truc d'aplomb et 2 mois plus tard le lavoir de Fianarantsoa était réparé et les 50 lavandières ont vu leur vie changer, quoi. Oui. D'un mot pour conclure, c'est-à-dire que vous êtes en phase avec votre époque, c'est-à-dire que vous êtes vous-même dans ce réseau que vous avez réussi par cette aventure de 30 ans à créer autour de vous, et vous êtes dans cette communication directe. J'essaye parce qu'aujourd'hui le public a besoin de bonnes nouvelles, d'idées, de choses positives. Il faut arrêter de se morfondre derrière son écran. Je veux dire, il faut être acteur de sa propre vie et aller. Le monde a besoin de nous aussi. C'est merveilleux. L'aventure pour moi c'est un moyen de faire du bien. Merci Alexandre Poussin de nous avoir partagé surtout cette expérience exceptionnelle. Merci, à très bientôt. À la prochaine. De rien du tout. À la prochaine, merci. Au revoir.